Bonjour Emmanuel. Bonjour Margot. Bien, merci en tout cas de nous accueillir ici dans cette boutique assez particulière, donc boutique Mandragore. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi ce lieu-là? Pourquoi dans le Vieux-Lyon? Alors en fait ce local, c'est un local familial, donc c'est une cave voûtée du XVe siècle. Et en fait pour moi ça se prêtait complètement à accueillir une boutique médiévale de par son historicité, de par sa beauté, voilà. C'est un local qui appartenait au premier imprimeur lyonnais. Voilà, donc je trouvais que c'était un bel écrin pour monter une boutique médiévale. Et quel était ton objectif du coup en créant cette boutique ici? Alors en fait, tu veux dire où c'est que j'ai eu l'idée en fait? Oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, au cours d'un voyage au Canada, à Montréal exactement, j'ai découvert une boutique qui s'appelait Excalibur sur le vieux port de Montréal. Et en fait, j'ai eu un coup de foudre complet. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et là, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, écoute, envoie-moi de l'argent, j'achète de la marchandise et j'arrive pour monter une boutique médiévale. Et donc en 1996, dans ce local, j'ai monté Mandragore. Et pourquoi Mandragore? Pourquoi ce choix de nom? Alors en fait, Mandragore, déjà, j'avais envie d'un terme qui soit un vocable, c'est-à-dire quelque chose de court, de mémorable, et qui retienne tout l'imaginaire du Moyen-Âge, c'est-à-dire les sorcières, puisque la mandragore est utilisée par les sorcières. Le côté aussi aphrodisiaque, puisqu'en fait la mandragore est un des plus puissants aphrodisiaques qui existent, qui d'ailleurs peut être mortel. Et voilà, donc c'était un nom que je trouvais qui avait de la magie, qui avait du mystère, tout ce qu'on peut apporter au Moyen-Âge en fait. Oui, qui avait une connotation Voilà. assez forte. Tout à fait. D'accord. Et concernant l'histoire de cette boutique, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter avant que Mandragore existe? Est-ce que tu as quelques anecdotes? Par rapport à ce local en fait. Oui, c'est ça. Alors en fait ce local, il a été donc la cave du premier imprimeur lyonnais. Donc Barthélemy Buyer travaillait avec Guillaume Leroy qui venait de Belgique. Et en fait ils ont ici installé leur imprimerie où il y a eu donc les premiers ouvrages imprimés à Lyon, dont le roman à la rose, donc qui est un roman d'amour courtois. Donc oui. C'est encore un petit clin d'œil au Moyen-Âge. Et ensuite, donc, à travers l'histoire, cet immeuble a été vendu plusieurs fois et il est devenu, dans les années 50, le clou, ce qu'on appelle le clou, c'est-à-dire l'endroit où on trouve les objets perdus. Donc quand quelqu'un perdait un parapluie, un trousseau de clés, il venait le chercher ici. Donc en fait, je dis souvent en rigolant qu'à Mandragore, on vient chercher quelque chose qu'on a perdu. Ouais. Et donc moi, j'ai monté ça en 1996 et j'y suis encore. Est-ce que tu as des anecdotes sur l'histoire de la boutique maintenant, de Mandragore? Comment la boutique s'est créée? Est-ce que ça a bien évolué? Est-ce que tu as vu une évolution durant toutes les années de... Par rapport à la clientèle? C'est ça. Alors par rapport à la clientèle, en fait, au départ, c'était une clientèle, on va dire, très lyonnaise, très passionnée par l'histoire, par les arts. J'avais beaucoup d'étudiants, par exemple, en archéo, en histoire, en lettres, qui venaient me rendre visite. Et puis petit à petit, j'ai eu de la renommée, enfin la boutique a eu de la renommée plutôt. Et en fait, j'ai eu une clientèle assez fidèle, plutôt un peu goth, un peu métal, un petit peu trad. Et puis là, avec le temps, ça s'est démocratisé et on va dire qu'on a un peu du grand public, voilà, qui s'intéresse à l'histoire et puis au patrimoine. Est-ce que tu as quelques partenaires particuliers avec qui tu as pu travailler, des rencontres que tu as faites durant les années de la boutique? Alors effectivement, j'ai eu la chance d'avoir dans mes clientes Anne-Gaëlle Daval, qui est l'épouse d'Alexandre Astier, et qui était cliente au magasin et qui m'a demandé de trouver des accessoires pour leur pilote qui présentait à la 6 à l'époque. Et en fait, du coup, avec Stéphanie de Mulatier de Style Costumier, on a beaucoup travaillé sur le pilote de Kaamelott, en fait. Et puis, quand ils ont eu leur budget, ils ont eu la gentillesse vraiment de revenir nous voir et d'acheter des articles à la boutique. Donc du coup, on va dire que ça nous a fait une bonne pub.
Voilà. Effectivement. Après, il y a plein d'autres rencontres. Il y a Tarja Turunen de Nightwish, Luc Arbogast, qui est un de mes amis, qui a été pas mal médiatisé aussi, et puis ça a été une belle rencontre, puisque je m'occupe encore de la vente de ses CD. Voilà, plein de clients sympas, talentueux. Voilà, c'est un univers qui attire des gens intéressants. Est-ce que tu as déjà accueilli ici du coup des personnalités dans des musiciens ou Oui. des artisans Alors en fait, donc Luc, je citais précédemment, Luc Arbogast est venu plusieurs fois faire des dédicaces. Donc Tarja Turunen qui est adorable et qui avait rempli la rue Saint-Jean de tous ses fans qui étaient venus de très loin. Oui. Et puis on a eu plein d'autres musiciens. Là, encore il y a 15 jours, j'avais Kaluna qui est un duo de jeunes femmes qui font des chants séfarades que j'adore, voilà, qui étaient dans la cour. Et puis plein aussi d'écrivains qui sont venus présenter leurs bouquins. Enfin voilà. En fait, la cour de Mandragore, je le dis souvent, c'est comme une cour de château, Oui. où normalement on accueillait trouvères et troubadours et tous les gens artistes. Elle est ouverte à tous les gens qui ont un message à dire et par le biais de l'art en fait. Voilà. Très bien. Et parlons justement un peu d'art. Ici, tu accueilles de nombreux artisans très différents, avec différents matériaux. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les produits que tu possèdes? Alors en fait, à Mandragore, on va avoir une base de costumes. J'étais encore hier soir avec une de mes fabricantes qui s'appelle Nicole et qui fabrique des vêtements en lin médiévaux. Des capes en laine, etc. Oui. Et en fait, après, il va y avoir moult accessoires en cuir, en métal. Donc en cuir, on va avoir des tabards comme celui-ci, des sacoches, des ceintures, des bracelets, etc. Et en fait, ces artisans-là sont souvent des gens que j'ai rencontrés, soit sur des foires, soit ils sont venus à moi. Et puis quand je flash sur l'article, quand vraiment j'ai un coup de cœur, je le mets dans la boutique, tout simplement. Et j'essaye de présenter à Lyon le meilleur artisanat que j'ai pu trouver en France et en Navarre, quoi. Et comment tu choisis du coup ces objets-là, ces produits-là? Est-ce qu'ils ont une histoire derrière particulière qui t'influence? Tu parlais un petit peu du Vieux-Lyon, justement, de l'histoire de Lyon aussi, qui est quand même la capitale des Gaules. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu choisis ces produits-là? Alors en fait, il faut que ces produits ils aient une cohérence avec la boutique, oui. C'est-à-dire qu'ils soient historiques déjà. Alors ça peut être des bijoux gaulois, des bijoux celtes, ça peut être du cuir médiéval, Renaissance, viking, parce qu'actuellement il y a une grosse tendance viking, oui. Grâce à la série. Les séries sont mes meilleurs publicitaires, voilà, parce qu'à chaque fois qu'il y a une série, Game of Thrones, viking, tout ça, c'est paf, derrière il y a plein de gens qui sont fans, quoi. Et puis après, moi je vais regarder la qualité, je vais regarder la qualité, je vais regarder le prix, bien évidemment, pour que ça ne soit pas non plus trop onéreux. Et puis, voilà, l'historicité, l'originalité, voilà, c'est ce qui va définir le choix des produits. Donc tu es principalement sur des produits faits main? Oui, c'est tout fait main, artisanal. C'est ça. J'ai bien sûr des produits manufacturés, mais j'essaye le minimum, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut valoriser les gens qui fabriquent encore avec leurs mains, avec leur cœur souvent. Oui. Et voilà, il faut qu'on soit tous solidaires de ce savoir-faire qui est français pour la plupart et souvent européen. Donc tu restes sur un travail finalement local, quoi. Tout à fait. D'accord. Pourquoi aller chercher loin ce qu'on a à côté de nous? C'est ça, effectivement. Et concernant du coup le Vieux-Lyon, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter? Comment la boutique s'inscrit dans le quartier? Quels sont les liens? Est-ce qu'il y a des liens justement entre les boutiques, entre les commerçants dans le quartier du Vieux-Lyon? Alors en fait, bizarrement, c'est un quartier où chacun a beaucoup d'originalité, oui. Mais va un petit peu gouverner son petit territoire comme ça, sans trop avoir de lien. Et en fait, on est quelques-uns là à vouloir changer les choses et à vouloir un peu unir les commerçants du Vieux-Lyon pour redonner envie aux Lyonnais de venir dans ce quartier qui est le cœur de Lyon pour moi, qui est vraiment la vitrine et l'âme de Lyon. Je rappelle quand même que c'est un quartier qui a failli être détruit
par un maire de Lyon qui voulait construire une autoroute à la place du Vieux-Lyon. Et grâce à André Malraux, qui était le premier ministre de Charles de Gaulle, qui s'est battu pour le Vieux-Lyon, main dans la main avec l'association Renaissance du Vieux-Lyon, qui sont mes voisins, et qui ont permis que le Vieux-Lyon soit reconnu territoire protégé. Ça a été un des premiers territoires protégés de France. Voilà, et donc le projet a été évacué et on a pu réhabiliter ce quartier qui datait souvent du XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle, comme la cathédrale Saint-Jean, voilà, qui a été construite entre le XIIe et le XVe siècle, et toutes nos traboules, etc. quoi. Donc tout ça, ça allait être détruit. Et grâce à André Malraux, donc vraiment pour moi c'est quelqu'un d'important, ainsi que la Renaissance du Vieux-Lyon, ils ont permis de sauvegarder ce patrimoine énorme qui est quand même en plus qui est très représentatif de la Renaissance italienne, de toutes ces bâtisses avec des traboules et des miraboules comme celle que nous avons là à côté de la boutique. Donc miraboule, je le rappelle, ça veut dire mirare en latin, ça vient de mirare, regarder, observer, contempler. Alors que traboule, ça vient de traboulare, traverser et aller d'un endroit à l'autre. Et pour la petite anecdote, les traboules au IVe siècle étaient utilisées par les habitants pour transporter l'eau de la Saône à leurs habitations en étant protégées. D'accord, je ne savais pas. Ça a servi essentiellement à ça. Puis après, effectivement, elles étaient là, donc elles ont servi à d'autres choses, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, à fuir certaines personnes. Oui, la résistance se cachait dans Voilà, la résistance se cachait dans les traboules et les utilisait puisqu'ils les connaissaient et que les autres ne les connaissaient pas. Alors que le centre de la Gestapo était juste à côté. Voilà, c'est ça. C'est pratique, effectivement. Très bien. Et est-ce que tu as des projets avec justement l'association? Est-ce que vous avez... Alors oui, on est en train de monter une association de commerçants, des restaurateurs, parce qu'en fait, dans le Vieux-Lyon, vous allez avoir vraiment deux vies, la vie de nuit et la vie de jour. Bon, là, on est dans un contexte un petit peu particulier, on est d'accord, avec tout ce que nous rencontrons actuellement. Mais en fait, la vie de nuit, c'est les restaurateurs, les bars, les boîtes de nuit à l'époque. Et puis le jour, c'est les artisans, les commerçants et tout ça. Et en fait, nous aimerions réunir tous ces gens qui sont des acteurs économiques du Vieux-Lyon pour qu'on soit plus fort, qu'on puisse communiquer ensemble et qu'on puisse donner envie aux Lyonnais de revenir s'approprier leur quartier. Et ce quartier n'appartient pas qu'au tourisme de masse. Il appartient à Lyon, il appartient à tous les gens qui aiment le patrimoine. Et il y a plein de commerçants qui font des choses très originales. Et voilà, moi là, en ce moment, je mets mon énergie là-dedans. Et puis dans d'autres projets, comme un long métrage avec un de mes clients qu'il est en train de faire sur le Moyen-Âge. Et puis voilà, où je m'occupe un petit peu des costumes encore. Et puis voilà, plein de projets comme ça, en gros, qui seraient de réunir les gens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous ensemble par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Tu as aussi, tu mets en place aussi des mariages à thème, c'est ça? Ouais. Alors en fait, là, ça s'est un peu calmé, vu le contexte, effectivement. Oui. Mais en fait, donc, depuis 2010 ou 2009, je ne sais plus, j'organise des mariages médiévaux. Donc, en fait, je vais embaucher tous les artistes qui sont intermittents du spectacle. Je vais faire la coordination et je vais voir avec les mariés le thème qu'ils préfèrent, viking, fantastique, médiéval, pirate, qu'importe, la période de l'histoire. Et après, je vais choisir donc les artistes les plus appropriés, en fonction du budget bien sûr. Et puis, je vais faire la cérémonie laïque qui est issue pour ma part, je l'ai complètement inventée en fait, de tradition gauloise, celte et un peu irlandaise. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, dans ce magnifique lieu. Eh ben, merci à toi, Margot. Et puis, au plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.